Mesdames et messieurs, on est maintenant rendu au 40e épisode du H2H Academy Podcast. Vraiment content que le podcast puisse perdurer dans le temps comme ça. On reçoit beaucoup de vos commentaires à tous les semaines, des gens qui nous disent « Hey, wow, merci pour tel épisode, ça m'a vraiment aidé, ça m'a permis d'augmenter mes ventes, ça m'a permis... » Bref, plein de résultats concrets qu'on voit comme ça de votre part. C'est vraiment le fun. Continuez de nous écrire, s'il vous plaît. Continuez d'en parler, de partager le podcast. Notre message, il est important. On veut aider un maximum d'entrepreneurs, de travailleurs autonomes, de vendeurs à commission qui ont besoin d'entendre ça pour améliorer leurs résultats. C'est pas facile ce qu'on fait. C'est pas facile notre travail. Et la vente est probablement la chose la plus difficile pour la plupart d'entre nous. Donc, très heureux si ça peut faire une différence pour vous. Pour cet épisode et les prochains épisodes, nous avons une formule différente. On va recevoir des invités qui vont venir nous partager un peu leurs connaissances au niveau de la vente, au niveau de l'entrepreneuriat, que ce soit par rapport à leur parcours, que ce soit par rapport à des résultats qu'ils ont obtenus. On va parler de vente avec eux, mais on va parler aussi, et d'ailleurs aujourd'hui, on va parler d'opportunités en vente, autant pour les gens qui cherchent des emplois, mais aussi pour les entrepreneurs qui ont besoin de main-d'œuvre à l'heure actuelle dans ce secteur-là. Eh bien, c'est quoi une bonne opportunité en vente? Qu'est-ce qu'on devrait savoir si on veut avoir une bonne équipe de vente à l'intérieur de notre entreprise? Pour ça, on a un invité spécial. Je vous laisse le découvrir à l'instant. Bonne écoute. Merci Ludwig d'être là pour ce 40e épisode de podcast. Comme je t'ai dit, j'étais vraiment curieux de t'avoir avec nous puis de comprendre un peu ce qui se passe dans ta tête parce que tu comprends bien le marché de la vente au Québec, tu comprends bien le marché des deux sens, c'est-à-dire que tu sais comment lever une bonne business avec de la bonne prospection, du cold call, tu sais comment aller générer des clients toi-même, mais tu sais aussi qu'est-ce qui se passe dans le marché pour les employeurs, donc qui ont besoin de main-d'œuvre, de bons vendeurs, et pour les vendeurs, parce que j'ai déjà eu affaire à toi dans le passé, d'ailleurs, on s'était déjà parlé quand je cherchais une opportunité de vente, t'aides les vendeurs à se placer, à avoir un emploi qui fit avec eux, avec leurs ambitions, avec leur goal salarial, voire même qu'est-ce qu'ils souhaitent avoir. Fait que merci d'être là aujourd'hui. Je te laisserai te présenter rapidement pour que les gens comprennent qu'est-ce que tu fais, qui tu es concrètement. Fait que si tu veux nous faire un petit résumé, tu as 30 secondes. Non, c'est pas vrai. Prends le temps que tu as besoin. Avec plaisir, en fait. Je vais faire un résumé en lien avec la vente directement dans les sujets du podcast d'aujourd'hui. En fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai commencé comme Pierre-Luc. Je pense que est-ce que tu étais en VN et QA, toi, Nicolas, aussi? J'étais dans Résidentia avec PM. C'est ça. Fait on vient tous un peu de la même école. Moi, j'ai commencé en faisant du porte-à-porte. Je vendais des rendez-vous de lavage de vitres. Puis, fait que c'est ça. Pas une histoire courte. J'ai commencé la vente en porte-à-porte. J'ai fait ça pendant comme 2-3 ans avec des franchisés comme vous dans le temps, comme Pierre-Luc. Puis de fil en aiguille, j'ai découvert ça en fait pendant la grève étudiante du Cégep. Fait que tout le monde était en grève. Là, moi, j'ai juste découvert la vente en porte-à-porte. C'était le fun, c'est un bon timing. Éventuellement, je commençais à avoir des jobs de représentant. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai changé souvent de job en tant que représentant parce que j'ai jamais trouvé un emploi en vente qui me convenait ou ce que je me sentais bien. Puis j'étais pas un super bon employé non plus, faut dire. Mais j'ai changé beaucoup de jobs quand j'étais représentant des ventes. Puis, parenthèse, je me suis souvent fait placer par des firmes de chasse de tête, de recrutement, quand j'étais en vente également. À un certain point, j'ai juste réalisé que c'était pas pour moi d'avoir une job, que j'étais mieux de créer mon propre écosystème où il y aurait des gens qui, comme moi, ont pas un endroit propice où évoluer. Et j'ai décidé de me lancer, en fait, la première business que j'ai essayé réellement d'avoir, c'était une business de publicité Facebook. C'était vraiment pas une bonne business. On n'était pas bon, ça marchait pas bien. Mais tu sais, c'était juste pour dire qu'on get the ball rolling puis que ça avance. Et ce qui est arrivé, c'est qu'on n'a pas fait d'argent avec ça, mais éventuellement, il y a un client qui m'a dit « Hey, tu sais, OK, ta publicité Facebook, mais la façon dont tu m'as approché puis tu m'as vendu vos services, ça m'a vraiment parlé. J'aimerais ça que tu coaches un de mes employés à faire ce que tu as fait avec moi. » Fait que là, je me suis dit « OK, ben parfait, je vais le faire. » J'ai fait gratuitement la première fois. Puis ça a super bien marché. J'ai eu un excellent feedback. Je me suis dit, OK, attends un peu. Pour ça, il y a une vraie demande. Tu sais, des agences de publicité Facebook, là, il y en avait comme Aton, c'était une mode il y a pas si longtemps. Peut-être encore une. Ouais, c'est ça. Tout le monde fait ça, puis tout le monde a une agence de publicité Facebook ou des coachs de vie ou des affaires de même. C'est bien populaire. Fait que, bref, sans entrer là-dedans ce matin, il y a eu une demande. Fait que ce qui est arrivé, puis mon modèle d'affaires à ce moment-là, c'était simple.
Ben on va faire un roleplay ensemble, ça va être drôle, ça va être ludique. Alors, je vais le faire avec toi, Nicolas, tu sais. J'ai fait, en fait, quand j'ai vu qu'il y avait une demande pour ça, j'ai pris mon téléphone, puis j'ai commencé à appeler les business. OK, regardez bien ça c'était mon pitch. Tu veux que je sois quoi? Quel genre de business? Client, tu peux être n'importe quel business, t'es un client. T'es soit un propriétaire ou un gestionnaire des ventes. OK, parfait. All right. Salut Nicolas, c'est Ludovic Lapierre à l'appareil. Nicolas, est-ce que t'es à ton bureau mardi prochain à 9h? Ouais, pourquoi? T'es qui, t'as dit? All right. Écoute, Nicolas, toi, t'as des reps, right? Ouais. Des représentants. Bon. Est-ce que tu aimerais que tes représentants soient capables de rencontrer plus de clients? Ben ouais, c'est sûr. Pourquoi? Ben ça, je t'ai dit, t'appelles de où? Mais pas écoute, inquiète-toi pas avec ça, Nicolas, OK? Moi, je vais me pointer mardi prochain à 9h, OK? Je vais te montrer en 5 minutes comment être capable d'aller chercher des clients avec tes reps, simplement. Puis si ça fait pas ton affaire, je sac mon camp, anyway, j'avais pas envie de perdre mon temps avec toi. Fait que mardi prochain, 9h, je me pointe, Nicolas. OK, puis là, tu me coûtes rien, là. Absolument rien jusqu'à temps qu'on décide de travailler ensemble. Moi, c'est simple. Je te montre ce que je fais en 5 minutes. Ça te parle. On enclenche. On embarque là-dessus. Puis sinon, ben, je m'en retourne chez moi. Ben, juste que je sache que t'es pas n'importe qui. Je peux-tu voir en ligne quelque part c'est quoi ta business, qu'est-ce que tu fais? Ouais, ben, écoute, je t'avouerais, Nicolas, que t'es pas mal curieux. C'est bon. Ça veut dire que, tu sais, je t'intéresse. Tu vas en savoir plus mardi prochain à 9h quand je vais venir te voir. OK. C'est bon. Mais, fait que, tu sais, long story short, les gars, je faisais ça. C'était presque un ski, mon affaire, tu sais, parce que j'appelais le monde, puis je leur disais juste comme, es-tu à ton bureau à terre? Comme, ben ouais, OK, ben je vais me pointer, puis je vais te montrer comment faire des cartes. Puis t'es comme, OK. Puis là, je me pointais, puis je leur expliquais c'était comment que ça marchait, tu sais. Puis j'aurais pu te répondre que j'avais des testimonials, mais j'ai préféré dire que j'avais pas de testimonials comme si c'était mon premier appel. Ouais. Mais éventuellement, ce qui est cool, c'est que j'ai ramassé des témoignages de gens, puis là, je leur montrais ça sur mon téléphone, puis ça aidait à vendre. Mais j'ai aimé mieux garder l'essence. Mais parenthèse, avoue que tu voulais pas prendre Pierre-Luc comme client parce que tu sais qu'il aurait été trop difficile, hein? Ah, pour vrai, ben, c'est une genre. C'est un running gag, les étudiants, ils savent. Elle, il est impossible à closer, c'était juste ça. J'aurais dû demander c'est qui le plus difficile à closer. Ouais. Ça, c'est mon erreur. Non, mais je l'ai pas fait facile non plus, là. Mais t'as été c'est excellent, là, le script. Mais une affaire aussi, puis on peut déjà rentrer dans le vif du sujet, c'est un numbers game jusqu'à un certain point, dans le sens que, tu sais, mettons que tu regardes un spectacle d'illusionniste ou de magicien, là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tester la foule pour voir qui est réceptif, pour faire un tour, pour que son tour marche, tu sais. Mais c'est un peu la même affaire avec mon pitch. C'est si moi, tu m'obstines, puis t'es pas down, puis tu veux rien savoir, je vais pas passer des heures. Je vais en appeler un autre. Tu sais, puis par contre, si je vois qu'il y a un peu la porte ouverte, ben je vais le travailler jusqu'à temps que ça marche. Fait que, tu sais, si tu vois que quelqu'un a le moindrement une ouverture, ben il faut que tu graves jusqu'à temps que tu sois capable d'entrer. Si tu vois qu'il est complètement fermé, il perd pas de temps, passe un autre appel. Fait que, ce que je dénote, Ludwig, c'est en cold call, là, tu peux à peu près dire n'importe quoi, là. Quand tu as de l'énergie, le client le ressent, il a les oreilles bien ouvertes, puis un coup que la défense est enlevée, ben tu rentres. Fait que comme tu dis, effectivement, il est totalement fermé, ça sert à rien, mais tu sais, même là, je t'ai vu sourire, t'avais l'énergie, t'avais le non-verbal qui parlait, t'étais excité de faire ton script. Fait que à un moment donné, ça se ressent aussi. Dans l'autre du monde, faire du cold call et vacher, tu sais, j'ai vu ça, moi, déjà, manger des chips puis faire du cold call, là, j'étais comme, what the fuck, man, tu me niaises. Ouais. Ça marche pas. Puis tu parles d'énergie, je pense que ce que tu veux dire aussi, c'est une question de confiance. Moi, un jeu que j'aime faire, ben là, je le fais plus parce que j'approche plus des clients pour faire des ventes, étant donné qu'on a une équipe de vente maintenant. Mais je fais un peu de coaching, puis je fais d'autres choses. Puis un jeu que j'aime vraiment faire avec des nouveaux clients potentiels. Puis à un moment donné, je commençais à... Tu sais, ça devient redondant à un moment donné faire du cold call à la journée longue. Fait que des fois, il faut rendre ça le fun. Puis pour ajouter à ton point, Pierre-Luc, un truc que j'aimais faire, c'est quand t'es confiant, là, quand t'es tellement confiant que tu sais que tu vas closer no matter what, tu peux dire n'importe quoi, tu peux plugger des mots pas rapport dans une discussion, puis le monde s'en rend pas compte. Puis des fois, avec mes collègues, on avait du fun, tu sais, ce qu'on se disait, c'est OK, on va faire un cold call, puis là, il faut qu'on dise un mot qui n'a pas rapport dans la discussion le plus souvent possible, puis qu'on le close pareil, tu sais. Tu sais, au lieu que la difficulté, ce soit de closer le client, c'est de juste de dire le plus de choses pas rapport possible, puis quand même le closer pour comme être stimulé, tu sais. Fait que démontrer la force que ça a quand même. C'est le sens d'avoir la confiance, puis le momentum aussi, il se parle plus que t'appelles, hein, j'aime ça, c'est des très bons jeux. Ouais. Tout le monde qui écoute ici, là, puis qui ont des employés en ce moment, j'espère que vous prenez des notes parce que ça, c'est golden ticket. Ouais, c'est le fun. Faut rendre la chose amusante. Fait que pour en revenir à l'histoire rapidement, puis c'est un autre truc aussi qui est un conseil du moins que j'aurais aimé avoir, c'est de suivre les opportunités. Tu sais, donc
c'était pas pour moi d'aller à l'école à ce moment-là, c'était pas pour moi de travailler pour quelqu'un d'autre. J'ai essayé de me lancer, j'étais pas bon, ça marchait pas parce que j'essayais quelque chose qui était pas fait pour moi non plus. Puis éventuellement, j'ai vu l'opportunité de coacher quelqu'un à faire du cold call. Fait que là, j'ai commencé à faire ça. Je faisais des formations de cold call en live, devant les gens. Des fois, il y avait des foules. Le plus que j'ai eu de monde, je pense, c'est peut-être 100 personnes dans une salle. Puis, tu sais, c'est fou. C'est les gens te regardent faire des calls devant tout le monde comme ça. Ils sont comme, t'as du monde qui veulent que tu te plantes. T'as du monde qui veulent que tu réussisses. T'as du monde qui sont juste curieux. Mais ce qui m'a gossé de ça, puis la raison pour laquelle j'ai pas fait ça super longtemps, c'est que la majorité de ces gens-là voulaient un show. Ils voulaient que je gagne, voulaient que je perde, mais ils voulaient pas réellement apprendre. Ils voulaient une solution miracle, un truc magique, tu sais. Puis c'est là, justement, que je me suis dit, j'ai pas envie de vendre mon temps, même si c'était pour des montants de plus en plus intéressants. By the way, là, je donne mon business model. Là. À la fin, j'étais rendu à charger 2000 $ par demi-journée pour faire du coaching en cold call. Des fois, j'en avais un avant-midi, un après-midi, puis un en soirée. C'était pas tous les jours de même, là, mais tu sais, dans le fond, là, si quelqu'un est down de faire ça, ça marche pas. Les compagnies sont réceptives. C'est un bon modèle pour avoir un revenu, de coacher les gens comme ça en live. Bref, en tout cas. J'aime bien ce que tu dis. Il y a beaucoup de gens qui cherchent le secret de la caramel puis sont pas prêts à faire les efforts que ça prend pour le faire, tu sais. Puis là, j'ai comme un peu l'intuition que la suite de l'histoire, c'est que tu as réalisé que tu pouvais faire 50 fois plus en le faisant pour ta business à toi, là, Sean. Ben, exactement. Puis en étant engagé dans quelque chose que je bâtis, fait que ce qui est arrivé, c'est que les gens me disaient, ah, ben, tu sais, je pourrais t'embaucher ou est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait faire ça dans ma business parce que mes employés sont trop larges, qui voulaient juste un spectacle pour la plupart. Fait que, ce qui est arrivé, c'est que j'ai commencé à faire justement du recrutement de vendeurs à ce moment-là. J'ai commencé à faire du recrutement de vendeurs à ce moment-là. Puis, plus le temps a passé, plus j'ai réalisé que je peux diversifier mon offre de service. Notamment, il y a eu une question de mesures sanitaires éventuellement, où il y a beaucoup de choses qui ont fermé, les vendeurs en personne, ça marche un petit peu moins bien, fait qu'on a beaucoup diversifié notre offre de service à ce niveau-là, et on est rendu effectivement à avoir une niche qui est, en fait, plusieurs niches que on s'arrête pas juste aux vendeurs. Toutefois, ce qui est intéressant, c'est qu'on a 2 départements dans l'entreprise. On a un département des ventes qui fait que du cold call à journée longue pour aller chercher des nouveaux clients pour de la chasse de tête, et on a un département de recrutement. Et notre différenciateur, c'est qu'on appelle tous les jours des gens qui ont déjà une job pour leur proposer possiblement une meilleure job. Donc, les 2 départements, j'ai un département des ventes qui fait des ventes, j'ai un département opérationnel qui fait aussi des ventes, et que c'est vraiment une business de vente. On fait ça à journée longue. Voilà, fait que c'était un peu pour qui je suis. Présentement, on a un bureau à Laval, on est une 12aine de personnes. On est en train de finaliser la fondation cette année pour scaler ça, aller chercher probablement entre 50%, l'année prochaine, on va aller chercher entre 6 et 12 personnes. On n'a pas encore statué de plus parce qu'on est prêt à scaler et à avoir plus de monde. C'est une formule qui est simple. Puis, c'est ça. Donc, que ce soit au niveau de l'acquisition de talent ou l'acquisition de clients, c'est que du cold call. En fait, la majorité de ce qu'on va chercher, c'est du cold call. Puis, contrairement à ce que les gens pensent, pour finir là-dessus puis être un petit peu arrogant, on ne compte pas le problème de pénurie de main-d'œuvre. Dans le fond, les gens sont comme, t'es dans une bonne industrie, tu sais, pénurie de main-d'œuvre, ça, mais c'est pas vrai. Parce que dans le fond, nos clients, au montant qu'ils nous payent, veulent pas avoir quelqu'un de pas bon qui cherche une job depuis des mois. Ça arrive qu'il y a du monde excellent qui cherche des jobs depuis longtemps, là. Ça arrive. Mais la majorité des gens qui cherchent des jobs activement, c'est pas forcément du monde que nos clients vont embaucher. Fait en fait, on optimise les entreprises en agençant de bons talents. On fait en sorte que la qualité de vie de certaines personnes est meilleure parce on les envoie à des meilleures places, mais on compte définitivement pas la pénurie de main-d'œuvre. Fait que j'aimais juste le mentionner comme ça. J'adore ça. J'aime bien ce point-là aussi. Puis ça m'amène sur une des questions que j'avais pour toi. Dans le fond, tu sais, un employeur à l'heure actuelle, justement, qui cherche, parce que tu l'as mentionné dans ta réponse quand même quelque part, mais je veux prendre le temps qu'on s'arrête sur ça pour les gens qui ont peut-être passé tout droit. Un employeur qui cherche justement un bon vendeur à l'heure actuelle, parce que nous, on a des demandes de ça fréquemment. T'as-tu quelqu'un à placer? Puis ça arrive que je les renvoie vers toi quand justement je peux, parce que on fait pas ça à l'heure actuelle. Peut-être down the road qu'on va le faire, puis c'est probablement dans nos plans éventuels, parce qu'il y a maintenant là, on est focus sur d'autres choses en ce moment. Mais c'est quoi que tu conseilles justement un bon employeur qui cherche un vendeur? Ça serait quoi les critères? Parce que tu l'as bien nommé, mais je veux que tu le répètes pour les gens qui ont peut-être pas saisi à 100%. D'abord, c'est une bonne idée de faire ça parce que vous avez vraiment un bon bassin de candidats. Fait que si ça vous tente de faire ça, bonne idée. Vous avez vraiment comme le data puis le back-end pour. Je pense vraiment que vous auriez du fun à faire ça. Ceci dit,
pour ce qui est de trouver un bon vendeur, le problème que les gens ont, puis ça, c'est ma perception, c'est que tu peux embaucher, il y a plusieurs types de vendeurs, ok, mais tu peux prendre une décision d'embaucher un vendeur qui n'a pas d'expérience dans ce que tu fais, mais qui a le profil et la personnalité nécessaire. Ou encore, tu peux embaucher quelqu'un d'expérience qui vient peut-être avec certains clients et certaines expertises. Il y a deux choses différentes. Puis il y a deux profils différents que tu peux embaucher finalement. Puis là, je parle pas de hunter ou de farmer, il peut en avoir dans les deux. Mais vraiment, là, objectivement, si tu es un employeur, il faut que tu prennes une décision. Est-ce que A, j'embauche quelqu'un qui a l'attitude, la personnalité, puis j'investis pour le former comme je veux moi, ou B, j'embauche une personne qui a déjà de l'expérience, qui a déjà un book de clients, qui a déjà un certain background. Est-ce que vous aimeriez mieux que je narrow down sur le point A, étant donné que j'ai l'impression que c'est peut-être un peu plus ça les gens qui suivent, que sur le point B, ou que je parle des deux? Ben, pas besoin peut-être qu'on narrow down, parce que je veux pas qu'on leur fasse un cours non plus aujourd'hui. Okay. Mais il y a un point que tu as mentionné qui est vraiment de, tu sais, les bons vendeurs sont pas sur le marché du travail. Non. Moi, c'est ça, je trouve, qui est important de comprendre, c'est que les bons vendeurs ne sont pas sur le marché du travail. La personne qui cherche tout le temps un job, qui est tout le temps en train de changer actuellement, en tout cas, là, dans le contexte, puis oui, tu comptes pas une pénurie de main-d'œuvre, mais il y en a quand même une à l'heure actuelle. Ouais. La personne qui ne travaille pas à l'heure actuelle, j'imagine, toi, c'est jamais vers là que tu vas aller. Là, en ce moment, tu vas, comme tu l'as dit, aller chercher quelqu'un que je vois qu'il y a déjà de l'expérience, qui est bon dans une autre compagnie, mais je lui donne des meilleures conditions, je donne quelque chose de mieux. Parce que à chaque fois qu'on fait des publications, peut-être que tu le vois, là, je n'ai fait une, je pense, hier ou avant-hier sur le groupe, je suis comme, montrez vos offres d'emploi. Le monde, qu'est-ce qu'ils font? Ah, on est les meilleurs, on a ci, on a ça. Ouais. Moi, c'est pas ça que je ferais. J'attaquerais les gens. Est-ce que t'es satisfait de ça? Est-ce que t'aimes ça en ce moment? Est-ce que t'as telle affaire? Puis j'imagine c'est un peu ce que vous faites quand vous allez parler à des candidats. Tu dois revoir, est-ce que t'es dans les meilleures conditions actuellement? T'es-tu heureux? T'es heureux, Chris. Je t'enverrai pas ailleurs si t'es heureux puis tu veux rien d'autre en ce moment. Mais c'est ça, la clé, c'est de voir, hey, le candidat, il est pas bien à l'heure actuelle ou il réalise pas qu'il est pas bien puis qu'il y a peut-être vraiment quelque chose de mieux qui l'attend ailleurs. Ce que les gens font, c'est juste de dire, ils vendent, entre guillemets. Voici mon offre, on est beau, on est bon, on est ci, on fait ça, mais tout le monde est beau puis est bon, là, tu sais, rendu là, quand on regarde les offres d'emploi, tout le monde a de l'air bien intéressant. Mais c'est pour J'aimerais jumper dans un point, Ludwig, que je trouve intéressant. Tu sais, nous, on enseigne que les stratégies de prospection active. Parce que, bon, à différentes reprises dans ma vie professionnelle et entrepreneuriale, je me suis fait rentrer dedans par les ads pour différentes raisons, une compétition qui investit massivement ou justement des changements que Meta apporte là, avec la montée du wokisme, on peut plus rien dire en publicité, on est toujours offensant, là, tu sais. Fait qu'ultimement, pour vrai, je suis plus capable d'en faire de la pub Facebook, je vais constamment couper, tu sais. Fait que essentiellement, pour moi, la prospection directe va faire comme un retour dans les années 2000, puis ça va devenir être quelque chose qui va être obligatoire dans toutes les entreprises, ce que vous faites bien. Ce que je réalise en ce moment en coachant, on a quasiment 300 vendeurs de coachés et entrepreneurs, c'est qu'il y a comme un décalage psychologique. Genre, les gens, on dirait qu'ils regardent le cold call, le porte-à-porte, le cold DM comme étant genre une sous-merde ou genre une tâche qui est pas faite pour eux, tu sais. Puis souvent, on dirait qu'à mesure que je les coach, on leur donne confiance que cette stratégie-là, c'est genre la meilleure chose qui pourrait leur arriver parce que le coût d'acquisition va devenir zéro, soit leur temps, leurs efforts. Ma question, comment tu fais pour maintenir une culture d'entreprise pour laquelle tous tes employés, en premier, ça pourrait être n'importe quoi, ça pourrait être des thermopompes, là, c'est de la chasse de tête. Comment tu fais pour maintenir une culture d'entreprise que tout le monde fait du cold call every hours, every day, every year? Comment tu fais pour les maintenir craqués? Puis qu'est-ce qui fait qu'eux autres qui ont accepté que c'était pour être ça leur mercy, là? Ben, d'abord, quelque chose que tu as dit d'important, faire un petit retour, c'est, tu leur donnes confiance. Puis la vente, c'est une question de confiance. Puis ici, les gens, ben, ils ont à être fiers de dire qu'ils sont des vendeurs, tu sais. J'ai déjà entendu des entreprises qui disent, ben, nous, on n'est pas des vendeurs, on est des conseillers de whatever. Peu importe c'est quoi le titre, c'est pas pour dénigrer. C'est juste, j'ai entendu beaucoup de monde dire d'un vendeur qui est pas un vendeur. Puis chez nous, quelque chose qui est important, c'est qu'on assume qui on est, puis le département des ventes, ben c'est des vendeurs. Puis les recruteurs, c'est des vendeurs aussi, puis on vend. Fait que d'assumer d'abord qui t'es, puis de l'accepter, puis de le dire haut et fort, ben tu sais, ça te donne confiance. En te donnant confiance, tu as des meilleurs résultats. Fait que les gens qui ont pas assez confiance en eux, puis qui ont peur du jugement des autres parce qu'ils sont en vente, ben embauche-les pas. Tu sais, laisse-les à quelqu'un d'autre. Tu sais, ils vont aller être mous ailleurs. Fait que c'est pas grave. Fait que pour répondre bien à ta question, Pierre-Luc, il y a plusieurs choses. D'abord,
j'ai tu sais, il n'y a pas d'ordre particulier. Je vais juste donner vraiment les trucs on top of my head qui font la plus grande différence, là. Mais c'est de créer un esprit de compétition interne qui est sain. Dans le fond, tout le monde veut vouloir être le meilleur. OK? Chez nous, par exemple, on a un board. Le board est dans le plein milieu du bureau. Sur ce board-là, à chaque fois que quelqu'un fait un move, que ce soit un nouveau mandat pour un recruteur, une nouvelle entrevue ou un placement pour un vendeur, un nouveau mandat pour un vendeur ou une entrevue ou un placement pour un recruteur, il va le mettre sur le board. Tout le monde voit le board. Le board est en plein milieu de la place. Ça veut dire quoi? Tout le monde voit combien l'entreprise génère à tout moment. Tout le monde voit c'est qui close le plus à tout moment. Tout le monde voit le ranking, il est dans notre face. On peut pas se cacher. Moi, je peux pas me cacher si les chiffres sont pas atteints. Eux peuvent pas cacher ces chiffres. Ça fait une transparence qui est radicale, puis ça fait en sorte que comme y a pas, tu peux pas avoir d'excuses ici. Notre système, notre CRM interne est composé et fait de la même façon. Tout le monde voit les deals de tout le monde qui avance. Fait que les gens voient c'est qui performe le plus. Fait que ça, c'est quelque chose qui marche très bien. De le mettre out there, de dire comme, OK, c'est qui les meilleurs? Checker ça, l'information est là. Si tu veux pas avoir l'air fou puis l'air pas bon, il faut que tu fasses ce qu'il faut. Fait que c'est là. Ça, c'est une chose. Une autre chose qui fait une différence chez nous, pour mes recruteurs, ben c'est pas compliqué, puis ça m'a pris trop longtemps avant de comprendre ça, mais je les ai tous mis dans le même bureau. Pourquoi? Ben en vente là, ça peut, tu sais, c'est une question de discipline, mais c'est aussi une question de motivation. Tu sais, t'as beau lire des quotes sur Instagram qui disent la motivation ça vaut rien sans discipline, puis tout ça. Alors, c'est beau, c'est cute, genre tu peux mettre une petite tête, passe le lion à côté, faire un beau montage avec ça, mais tu sais, dans la vraie vie, ça prend quand même de la motivation aussi. Fait que comment on garde les gens motivés, mais sans les responsabilisant. Comment tu les responsabilises? Ben si tu as une gang de personnes qui font du cold call en journée longue, qui voient tout l'écran l'un de l'autre, qui voient tout le board en arrière, qui voient qu'ils doivent être polyvalents puis gagner, mais il y a personne qui va procrastiner. Ce qui est le fun, c'est que le meilleur du mois passé, mais il est sur le spot, les autres vont écouter ses appels, vont voir comment il agit, comment il se comporte. Puis au début, j'étais comme ah ouais, mais faire ça un peu à la Wolf of Wall Street, c'est un peu peddler. Puis finalement, non, genre ça, c'est un manque d'humilité complètement que j'ai eu. Juste réaliser à quel point, tu sais, c'est une formule gagnante, là. Tu mets tout le monde en même place, tu mets un ranking, il y a beaucoup moins d'efforts à mettre. Puis dans le fond, j'y vais encore aujourd'hui parce que on n'a pas encore officiellement de directeur du recrutement. Donc, tant qu'à avoir quelqu'un qui fait pas la job adéquatement, on n'en a pas. Je suis un peu le directeur du recrutement intérimaire. Puis tout ce que je fais, ça, c'est ça n'a pas tout à fait rapport avec la vente en tant que telle, tous en général, mais tu sais, dans le fond, quand ça va bien, là, faut continuer à pousser. Genre, la minute que ça va bien, souvent, les gens vont give up ou vont relâcher, là. Mais nous, c'est pas ça qu'on fait ici. C'est une autre affaire qui est importante, c'est ça va bien au recrutement en ce moment. Les gens sont tous dans le même bureau puis n'ont pas besoin de moi. Mais je me pointe quand même là, idéalement, une couple d'heures par jour quand même pour les écouter, pour être un support, pour qu'ils voient que je suis là, pour qu'ils voient qu'on lâche pas la pédale. Fait que créer un hype, ça c'est quelque chose, by the way, que Remax et les conseillers immobiliers font très bien. Ah ouais, je suis 28e du mois de mars 2023, je suis ci, je suis ça, puis ils le partagent sur les réseaux sociaux, puis ils sont fiers. Tu sais, moi, je serais pas fier d'être fucking 28e pour un mois dans l'année, mais c'est pas grave, ça marche pareil, tu sais. Fait que c'est une stratégie qui marche bien. Le fait que tout le monde soit dans la même pièce, c'est sain. Il y a une énergie qui est saine parce que les gens échangent des trucs. Là, il y a une communion. Puis aussi le fait que comme même si ça te tente pas une journée, là, tu vois les autres qui bûchent à côté de toi, t'as pas le choix. Fait que ça, c'est des trucs qui marchent assez bien. J'adore ça. Puis tu vois, parce que je suis vraiment content que tu apportes ce point-là parce que individuellement, c'est mon highlight des 2 dernières années. Genre. Quand je dis à Annick, je suis un très bon entrepreneur, mais je suis calissement un meilleur vendeur qu'un entrepreneur. Fait que je vais prendre un rôle 80% vente puis 20% entrepreneur. Puis honnêtement, c'est la meilleure décision qu'on a prise dans H2H so far, tu sais. Quand quelqu'un me demande ce que je fais maintenant, je suis comme je suis un vendeur. Tu sais. Avant, j'étais comme je suis un entrepreneur, je fais des investissements. J'étais pauvre comme le Christ, à part ça, tu sais. Fait qu'aujourd'hui, je suis vendeur, puis je gagne vraiment bien ma vie, puis ça se passe vraiment mieux. Fait que tu sais, je pense que l'humilité, l'assumation, puis genre, quand tu dis ça, c'est peddler faire ça. Lisse que je suis tanné d'entendre ça dans ma vie. Toi, t'es peddler, là. Je comprends pas pourquoi tout le monde met une étiquette si négative à des fondements de vente qui sont si positifs, si bénéfiques pour une entreprise. Regarde, tu dis, je pensais que c'était peddler, j'ai fait ça, tabarnak, tout a explosé, puis tout le monde cale, puis tout le monde est hungry de réussir. C'est malade comme culture d'entreprise. C'est ça qu'on recherche pour n'importe qui. T'sais, on voit ça, là. À tous les jours, des gens qui font comme je suis conseiller, moi je suis représentant de X, Y, Z, directeur du développement de tel. T'es un vendeur.
Ouais, on peut dire ça comme ça. Non, on peut pas dire ça comme ça. T'es un vendeur, faut que tu l'assumes, that's it. Tu sais. J'aime bien aussi quand tu dis les mots, on les place ailleurs. Là. Ça, c'est mon genre de discours aussi. J'adore ça, là, définitivement. Good. J'avais une couple d'autres questions. Ça clôt bien le sujet, d'ailleurs. J'avais une couple d'autres questions pour toi. Tu as parlé, Ludwig, de l'équipe de travail. Tout le monde est sur place dans ta business. Tout le monde est là. Puis nous, on est en télétravail. Puis on a beaucoup de clients qui sont en télétravail aussi. Fait que j'étais curieux de voir qu'est-ce que tu suggères, toi, aux entrepreneurs avec qui tu travailles, les employeurs, en fait, qui sont des clients aussi, mais aussi les employés. Qu'est-ce qui est le mieux? Je comprends, dans ta culture d'entreprise, définitivement, ça a un pouvoir d'être sur place, puis j'imagine que tu changerais jamais ça, mais qu'est-ce qu'ils font les gens qui sont pris en télétravail, qui n'ont pas le choix de l'être d'une certaine manière? Tu sais, ça dépend c'est quoi la définition de ne pas avoir le choix, ça dépend de comment tu vois les choses. Tu sais, c'est sûr qu'on peut toujours juste juger notre perspective. Ce qui arrive, c'est que, encore une fois, c'est une question de motivation. C'est beaucoup plus facile puis je parle pas de vous autres, je parle en général, puis moi le premier, tu sais, mettons que je suis chez nous, puis que je sais que je dois faire des ventes toute la journée. C'est beaucoup plus facile de tomber dans certains pièges de procrastination ou de faire n'importe quoi d'autre dans le fond que de faire des ventes. Puis aussi le feedback instantané, il y a aussi la cohésion, il y a aussi le fait que tu n'échanges pas avec d'autres personnes. Fait que moi, je te dirais réellement, ça dépend où tu es rendu dans ta vie. OK? Si tu es à un point dans ta vie où tu as envie que tes choses se stabilisent, où tu as envie d'avoir cette liberté-là d'être dans tes affaires, puis tu as envie de vraiment comme juste vraiment stabiliser tes choses, je pense que d'être en télétravail, d'être à distance, c'est correct parce que ton objectif, c'est pas forcément puis je suis désolé de dire ça à vous voir les deux en télétravail. On veut la vraie vérité de ça, tu sais, parce que tu as du succès avec une équipe comme ça sur le terrain, puis probablement plus que beaucoup de bureaux de chasse de tête comme toi ou tes compétiteurs. Tu sais, c'est indéniable. Fait que pour moi, je veux que tu me rentres dedans, tu sais. Indirectement, je veux que tu me dises tu sais, dans le fond, c'est simple, c'est que quand tu es dans un bureau avec d'autres personnes, puis que tu mets certaines règles, tu sais, par exemple, chez nous, on a un code d'honneur, tu sais, puis entre autres, ça part du principe de pas tolérer la médiocrité, tu sais, puis je veux pas être plate, mais c'est quelque chose que j'ai toujours pensé avant, encore une fois, les fucking quotes Instagram, c'est vraiment une valeur, un principe auquel j'adhère plutôt, puis dans le fond, c'est quand tu mets tout le monde à la même place, puis qu'il y a un certain code à suivre, t'as pas de raison de pas faire qu'est-ce qui se passe. Fait que dans le fond, quand t'es chez toi, tout seul, peu importe à quel point tu es bienveillant, peu importe que tu es bien organisé, que tu as un bureau, que tu as ton setup, que tu as tes affaires, le fait que tu sois dans le même bureau que d'autres personnes qui veulent exceller, que tu vois des angles différents, que tu puisses régler des problèmes on the spot, qui ont besoin d'être réglés on the spot, parfois que tu es directement dans l'action, tu génères plus d'opportunités, tu crées un esprit d'équipe, tu bâtis quelque chose, tu bâtis une culture. Une culture d'entreprise, c'est très difficile à développer en télétravail. Puis une culture d'entreprise, ça vaut cher parce que c'est ça qui va faire en sorte que les gens, outre le salaire, vont vouloir rester. Tu sais, dans le fond, les gens veulent rester parce qu'il y a des possibilités d'avancement, parce que le salaire fait du sens, parce qu'il y a une culture d'entreprise. Tu sais, c'est les facteurs clés. Fait que c'est sûr que tu as un facteur clé en moins qui est très affecté. Donc, c'est pour ça que je dis, si tu es une personne qui est très ambitieuse, d'avoir un bureau, d'avoir un écosystème que tu bâtis, c'est définitivement un investissement. Puis si tu es une personne ambitieuse, mais que tu es rendu à un point de ta vie où ce que tu te dis, regarde, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, je vais prendre une distance, je vais être là, c'est correct aussi. En ce qui me concerne, définitivement, tu vois, tous les gens qui ont gagné des milliards dans leur vie, tu vois que c'est du monde qui ont vraiment déjà eu leur lit à leur bureau, qui ont passé des heures au bureau parce que t'es là. Puis une autre affaire aussi, moi, j'aime arriver le plus tôt possible pour que les gens voient que je suis là. Puis je m'assure tout le temps de partir le dernier pour que je vois que les gens... Dans le fond, le plus haut tu sets la barre, le plus haut tu vas avoir des résultats, ça va avec. Tu lis par l'exemple à travers ton équipe, de la façon dont tu te comportes aussi toi-même dans tes bureaux. J'aime bien ça, puis tu sais, je pense qu'effectivement, on a tout à gagner, puis ça se ressent, là, tu sais, je me souviens, PL, juste l'énergie qu'on avait avant
dans les bureaux quand on arrivait, c'était pas la même chose que d'être à distance. Ça là, c'est le défi pour ça, je trouve, d'être à distance. C'est le défi de faire comme, hey, mon vendeur, va-tu bien aujourd'hui, tu sais? Il se porte-tu bien? Il est-tu à son affaire? Il a-tu fait ses trucs? Puis, est-ce qu'il est capable de le faire? Mais il va-tu bien pour de vrai? Tu sais, il passe une bonne journée ou en ce moment, il a la tête dans le cul, puis c'est chicané avec sa blonde, puis je le sais pas. Puis, je peux pas contrôler ça, puis c'est beaucoup plus difficile, je trouve, de mesurer justement l'impact que ça a quand tu es à distance. Faut-tu que je l'amène chez nous? On dirait qu'on perd le contrôle là, en étant à distance comme ça, puis que c'est tough de venir rechercher ce filon-là qu'on avait auparavant. Ici, by the way, tu nous challenges pas parce que je suis 100% d'accord avec toi. Mm-hmm. Genre, on peut pas être plus d'accord avec toi. Ceci dit, comme tu dis, il arrive un moment dans la vie où la vie change, etc. Tu sais, moi, c'est le fait d'avoir fondé ma famille. J'ai décidé que ma famille allait passer avant à ma business. Tu sais. Fait que c'est sûr que je travaille 30 heures, gros maximum, puis le soir, ben, tu me vois pousser la petite poussette avec mon bébé, puis c'est ça que je veux dans ma vie. Fait que, tu sais, pour moi, le télétravail m'enlève 2 heures de route le matin et le soir que je faisais auparavant. C'est sûr que je sacrifie des choses dans le leadership, dans la performance globale des équipes. Tu sais, puis c'est aussi la raison pour laquelle je me suis mis dans les ventes, parce que moi, je me triche pas, je choke jamais, je rentre toujours à l'heure, je fais toujours ce que j'ai à faire. J'ai pas besoin d'un buddy pour me motiver, mais je sais que comme 95% des gens ont besoin de cet environnement-là en tant qu'employé. Fait que c'est vrai que ça apporte une difficulté exceptionnelle en télétravail. On a essayé toutes sortes de solutions, genre un bureau virtuel qui marche pas partout, des shit comme ça. Fait que tu sais, ça, je suis 100% d'accord avec toi. Mais tu sais, pour performer en télétravail, ça prend genre un mindset un peu proche schizoïde. Oui. Rares sont ceux qui vont performer davantage que les autres en télétravail. Très rare. On le voit chez nos clients et tout. Tu sais, on suggère même à tous nos clients qui ont des bureaux, qui ont des gens à proximité, allez faire du cold call avec d'autres personnes. Trouvez-vous un accountability partner, quelqu'un qui, au moins, t'es redevable, il y a quelqu'un en avant de toi, t'es obligé. C'est un peu le même principe que le gym. Tu sais, si t'as de la misère à aller au gym, trouve-toi un partner qui va te pousser dans le cul, qui va t'amener avec toi au gym. Ben, kind of the same. Ça te prend quelqu'un qui va te pousser. Puis on parlait de ça d'ailleurs hier sur un coaching avec des clients. Des fois, ils sont comme, comment je fais de me pratiquer? Comment je fais pour... Vous êtes 40 dans la pièce, si, ben, tu sais, dans la pièce, on était dans un Zoom, mais, tu sais, vous êtes 40 en même temps, parlez-vous, trouvez-vous, genre, des moments pour vous challenger, pour vous aider, pour vous améliorer. On est en ligne, on a ce désavantage-là, mais quand même, reste que on est garant de nos actions. Si tu fais pas l'extra mile pour justement te sortir de là puis être capable de mieux performer, ben il y a personne qui va le faire pour toi à un certain moment. Puis question sur ça, les employeurs, comment ils voient ça à l'heure actuelle, le télétravail? Est-ce que dans le monde de la vente là, particulièrement, comment que ça se passe de ton côté? Ils en veulent-tu encore? Ils en veulent plus? Comment ça marche? Parce qu'il y a des gens qui doivent chercher des postes en ce moment pour ça. Oui, ben en fait, là où c'est problématique, OK, c'est quand l'employeur veut le beurre et l'argent du beurre. Je m'explique. Je te donne un exemple. Moi, c'est du 100% bureau, OK? C'est non négociable. C'est comme, écoute, si t'as de quoi, t'as un imprévu, t'as un rendez-vous, vas-y, on n'est pas, on est tyrannique, mais pas à ce point-là. Mais, tu sais, ce qui arrive, c'est que on a la culture d'entreprise qui va avec, on a la rémunération qui va avec, on a l'évolution qui va avec, on a la croissance personnelle qui va avec. Fait on est capable de backer le fait qu'on dise à notre monde, ben, pointe-toi parce que t'as quelque chose à y gagner. Le problème, c'est quand un employeur dit à son staff, pointe-toi, puis tu vois pas la plus-value à se pointer. Là est le danger. Fait que mon opinion, plutôt, c'est que si toi, t'es un employeur, puis tu dis que tu n'offres pas de télétravail, ben sois prêt à avoir quelque chose qui le back. J'ai des gens, là, vous donner une idée. Géographiquement, je suis à Laval. Ben, mon bureau est à Laval. J'ai des gens qui viennent de Saint-Jérôme, comme au plus au nord, c'est à Saint-Jérôme. Au plus au sud, c'est Châteauguay. J'ai du monde qui part de la rive nord, de la rive sud pour venir au bureau. Plus à l'est, j'ai l'Assomption. Fait que ça vous donne un bon scope, là. Tu sais, c'est pas 3 heures de route. Je sais que toi, Pierre-Luc, t'as fait pas mal du Trois-Rivières, Montréal. Mais, tu sais, reste que, tu sais, c'est du monde, tu sais, qui se tape. Il y en a qui se tapent jusqu'à 1 heure, 1 heure et quart, des fois 1 heure et demie pour venir au bureau. Tu sais, il y a pas d'excuse parce qu'ils voient la plus-value, tu vois.
Donc, c'est de s'assurer, si tu es un employeur, si tu veux avoir du monde qui travaille au bureau, ben c'est quoi la valeur que tu leur amènes, puis de stick to it, puis de pas de laisser de passe-droit à certaines personnes pour des raisons farfelues. Fait que ça, c'est un. Maintenant, si tu veux offrir du télétravail, ben de l'autre côté, il faut que du côté de l'employé, ben il y a une plus-value envers l'employeur à avoir cette liberté-là. Fait que c'est une question de gros bon sens, finalement. C'est comme, si tu n'offres pas le télétravail, offre des choses intéressantes. Si tu offres le télétravail, attends d'autres choses en échange. C'est juste pondère les deux, puis agis de façon... que ce soit gagnant-gagnant, là, en voulant dire autant pour l'employé que pour l'employeur dans ce contexte-là, mais ne pas... tu sais, j'imagine qu'il y en a des fois, autant les employés qui se font piler ses pieds, qui se font emmener dans un bureau où que la culture, c'est de la merde. Il n'y aura pas d'encadrement, mais sont obligés d'être là pour se faire bosser en arrière puis juste se faire micromanager. Comme à l'inverse, il y a des employés qui sont en télétravail chez eux, qui sont payés à rien calisser parce qu'ils se tournent les pouces complètement. Fait que, tu sais, oui, j'aime bien ce que tu dis, il y a un juste milieu, puis je pense que c'est important de s'attendre à ce que cette entente-là, elle soit gagnante dans les deux parties, définitivement. Et par curiosité, c'est quoi la proportion de tes clients qui sont encore en télétravail, genre, avec leurs vendeurs? Le télétravail est en déclin parce que ce qui arrive, c'est que les gens, OK, il est arrivé un phénomène, puis je suis content d'en parler parce que je le conceptualise avec vous en y réfléchissant, parce que c'est quelque chose qui est très d'actualité. Donc, il y a eu les mesures sanitaires, par conséquent, il y a eu du télétravail. Par la suite, ben les gens, ça leur tentait pas de retourner travailler. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que les employeurs, notamment nos clients, parce qu'on les coach beaucoup là-dessus, s'adaptent au marché et augmentent les salaires. Ok, fait que regardez bien qu'est-ce qui se passe, c'est super le fun. Okay? Ça, surtout au Québec, là, ça me fait tellement plaisir. Là. Dans le fond, regardez bien ça. Okay? Tu as des employeurs qui sont prêts à payer plus cher. Les employeurs qui sont prêts à payer plus cher vont décider s'ils ont envie de donner du télétravail ou non. Fait que s'ils n'ont pas envie, ils peuvent se le permettre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller chercher les meilleurs talents. OK? Les meilleurs talents vont retourner au bureau. Ils vont aller travailler, ou encore, ça va être hybride, ou dans certains cas, même, c'est encore du télétravail. Mais il y a un retour, OK? Parce que il y a des gens qui sont prêts à payer pour. Ces gens-là vont avoir les meilleures personnes qui vont être down d'aller travailler. OK? Après ça, l'autre bord, tu as ceux qui vont se ramasser avec des conditions moins intéressantes, qui vont peut-être être plus ou moins permissifs sur le télétravail, mais qui vont pas faire ce qu'il faut. Ils vont se ramasser avec les pas bons. Les pas bons qui donnent pas des bons résultats, les pas bons qui vont changer de job souvent, les pas bons qui veulent pas réellement aller travailler. Fait que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une espèce de quelque chose de le fun qui se passe dans le marché, qui est une espèce de régulation organique où ben les gens qui sont prêts à payer pour que du monde aille au bureau, travailler, faire ce qu'ils ont à faire, ben vont avoir la chance d'avoir les meilleurs talents sur le marché. Les gens qui sont pas prêts à le faire, ben vont se ramasser avec du monde que je sais en train de travailler, puis vont aller sur LinkedIn, sur Facebook avec une photo de profil très proche de leur face montant leur menton, puis commencer à dire que comme le marché c'est de la merde, puis que les candidats c'est de la merde, alors qu'en réalité ils s'adaptent pas. Fait que ce qui est le fun, c'est que les gens qui veulent pas vraiment travailler en ce moment ou qui veulent travailler de la maison pour des mauvaises raisons, puis les mauvais employeurs sont comme un peu confrontés l'un à l'autre, fait que c'est assez amusant. Puis de l'autre bord, ben t'as ceux qui ont envie de se bâtir une carrière ou de travailler ou d'aller plus loin, qui vont s'agencer avec des employeurs qui vont s'adapter au marché. Fait que c'est le fun à voir. T'sais, je regarde ça, puis je suis comme, c'est bien. Intéressant comme point de vue. Fait que pour toi, le télétravail est là pour rester, mais avec des contraintes et des problématiques qui vont en découler pour les employeurs et pour les employés. Ben oui, tu sais, puis il y a des business dans le cas où du télétravail, c'est pas une mauvaise chose, tu sais, parce que il y a des trucs qui peuvent se tracker. Comme je donne un exemple, quelqu'un qui va faire de la programmation. Le profil de programmeur, souvent, est très introverti. La personne qui va être chez eux tout seul à pas voir personne peut être heureuse, peut l'apprécier, tu peux voir qu'elle a fait sa job toute la journée. Des affaires de même, ça peut marcher, mais c'est du cas par cas. Il y a des circonstances particulières qui font en sorte que le télétravail est une bonne chose. Définitivement, dans un contexte de vente, d'où notre discussion, si tu veux avancer, croître, puis évoluer, puis aller plus vite, c'est sûr qu'il faut que tu te pointes au bureau et que tu communies avec tes collègues. Du moment que tu as une équipe de vendeurs, tu veux pas justement qu'ils soient séparés, puis je le comprends à 100%. Et je trouve ça ironique quand même que tu le dises comme ça, les gens qui sont prêts à payer plus, moi je vois pas ça comme ils sont prêts à payer plus, ils sont prêts à investir pour faire plus, tout simplement. Oui. Sur les bonnes personnes, tu sais, ça me fait penser à de la pub. Tu sais, le monde sont comme, ouais, faut que je mette tant en pub pour avoir ça. Ben oui, mais c'est un investissement qui te rapporte des ventes à la fin de la journée. Puis les gens ne le voient pas, hein, de cette façon-là. Hey, je dois payer 15 000 de plus pour un candidat. Ouh, ça me coûte cher. Oui, mais attends un petit peu. Celui-là, c'est le meilleur. Puis il va te rapporter 2 fois plus de ventes que celui que tu vas payer 15 000 de moins. Fait que lequel est le plus rentable pour toi à la fin de la journée, tu sais. Puis c'est là que les entrepreneurs, puis je vais dire ça comme ça, mais les entrepreneurs médiocres, ça, je trouve ironique. Ils se posent pas la question de dire, hey, si on aurait des meilleurs vendeurs, est-ce que peut-être on aurait plus de chiffre d'affaires puis la business irait mieux?
On dirait qu'ils se posent pas cette question-là. Ils se disent, il y a un trou en vente. Puis ça nous ramène à, c'est rien que des vendeurs, hein, tu sais, c'est le vendeur. On a un trou en vente à combler, on va mettre quelqu'un là, on va lui donner un salaire de 55 000, puis la business va rentrer. Ouais, l'individu qui est dans ce rôle-là fait toute la différence pour ta business, parce que c'est lui qui amène le pain et puis le beurre. Fait que si tu prends cet individu-là, puis je pourrais dire, tu te satisfais avec quelqu'un qui est justement médiocre, qui veut pas être au bureau, qui veut pas nécessairement te voir, qu'est-ce qui va arriver? Les résultats qui vont en découler de ta business vont dépendre de cette personne-là. Si tu veux pas être aux prises avec ça. Puis après ça, tu vas blâmer d'autres choses que tes mauvaises décisions. Ouais, parce que l'entrepreneur a rarement la capacité à se regarder dans le miroir et dire qu'il prend des décisions de merde, tu sais. Mais la réalité, c'est que, tu sais, je pense que c'est un choix de culture ou de, tu sais, la disponibilité de l'entrepreneur ou la façon dont il gère sa business, mais il y a des fondements qui pourront jamais changer. Puis celui-là, je suis 100% d'accord avec toi. Ça, c'est sûr. Moi, j'aime bien payer plus cher pour avoir des meilleurs employés. Puis c'est ça partout. Hein. On parle de la vente, mais c'est ça dans les autres employés aussi. Puis on dirait qu'aux ventes, il y a comme tout le temps une négligence qui est faite de la part des gens qui ne comprennent pas le rôle fondamental des ventes puis à quel point il est important. Tu sais, quand ils ont besoin du meilleur programmeur, justement, on va pogner un senior, il est bon. En vente, on a besoin de combler un poste. Tu sais. Oui. I'm trigger. En fait, tu as raison. Tu sais, oui, c'est un investissement. Puis pire que ça, tu sais, c'est même pas réellement plus cher. Puis c'est drôle, j'ai publié une vidéo hier sur la page Instagram de la compagnie où ce que je dis, mettons, tu payes ton monde 20-25% plus cher. S'ils sont 50% plus efficaces, tu ne payes pas plus cher. Là. Non. Le rendement qui vient est finalement moins cher que ton average pourri. Là, c'est même, en réalité, c'est même pas, c'est plus cher à court terme, c'est moins cher à moyen long terme, mais les gens ont pas de vision court terme parce que c'est un réflexe de survie qui nous sert plus à grand chose aujourd'hui de voir à aussi court terme. Tu sais, tu fais plus pourchasser par un ours, t'as plus besoin d'être short sight de même, mais les gens ont pas le niveau de conscience peut-être nécessaire pour le comprendre. J'ai une super bonne question, là. Je peux-tu, Nick? Non. Comment tu n'as pas le droit de poser des questions. Comment tu détectes les narcissiques qui braguent qui ont le talent pour le placement de personnel? En fait, je vais juste ajouter une parenthèse. J'embauche. Je vais répondre à ta question comme si je pouvais le faire directement, mais juste dire une parenthèse qui est importante. Personnellement, j'embauche personne qui a de l'expérience en recrutement. Je les forme from scratch. C'est important, je le mentionne, c'est que je veux former les gens, que ce soit au recrutement ou au vente, c'est tous des vendeurs, from scratch. Je veux pas qu'ils soient comme corrompus ou contaminés par une autre business avant. Fait qu'on n'embauche pas de monde. Fait que, je veux juste le dire. Mais mettons que je voulais embaucher quelqu'un comme ça pour répondre à ta question comme du monde, je vais le faire, mais je vais juste quand même le mentionner parce que c'est important pour moi. La chose la plus facile à faire avec quelqu'un qui est narcissique, parce que je suis assez narcissique moi-même, c'est de rentrer dans sa tête. Fait que comment tu rentres dans la tête de quelqu'un de narcissique? Quelqu'un de narcissique va toujours être en train de se mettre dans une position qui est favorable, va toujours être en train de se mettre dans une position qui l'avantage, puis où il est sur son meilleur jour. Fait que moi, ce que je fais avec quelqu'un de narcissique, c'est simple, puis ça l'aide énormément le filtre à personne-ci, c'est que je lui dis à quel point, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que je suis quelque chose de vraiment intéressant pour toi en ce moment ou je suis juste un autre objet brillant qui est en train de poursuivre pour ajouter à ton histoire de dragon, tu sais? Fait que, dans le fond, ce que je vais faire avec, c'est que je vais lui expliquer à quel point notre CRM est transparent, à quel point les chiffres sont transparents. Fait que, je vais lui dire, est-ce que tu comprends que 100% des choses que tu vas faire ici, tu vas être sur le spotlight? Fait que si toi, dans le fond, tu rentres ici puis que tu veux jouer à la Rockstar pendant un mois ou deux, ça va impressionner personne. Puis c'est important que tu le comprennes parce que on va le voir assez vite. Puis on va voir que tu vas t'essouffler. Puis si tu veux t'arranger pour échouer, rentre ici en te disant que comme t'as rien à apprendre de personne, puis rentre ici en te disant que comme tu vas pouvoir faire ce que tu veux puis ça va fonctionner. Les gens qui sont ici qui ont du succès travaillent. Puis peut-être que parce que tu as certaines qualités ou une très haute confiance en toi, tu vas être capable d'avoir des résultats à court terme. Mais la minute que tu vas avoir une déception, tu vas tomber de beaucoup plus haut que les gens qui ont eu de la constance puis de la résilience. Donc, tu rentres dans leur tête, tu leur fais cheminer, tu leur fais dire, regarde le chemin qui t'attend, là, je le vois, il est là. Je suis déjà tombé dedans plusieurs fois. Fait que, voici le chemin pavé où tu peux littéralement comme t'enfarger à plusieurs places, je leur explique, puis ça les disqualifie très facilement. Intéressant. Super. Parce qu'il y a beaucoup d'employeurs qui se font closer par des employés comme ça, j'imagine. Puis je sais pas si tu le vis avec des clients que tu as, là.
ils ont la pensée magique. Puis je peux vous parler de quelque chose qui est très bon pour mon entreprise, c'est que nous, ce qu'on fait, c'est que quand quelqu'un vient ici, ce que j'aime faire avec les candidats, c'est leur donner les meilleures questions possibles à se poser. Moi, ce que je leur dis, c'est mon but, c'est que je t'aide à te questionner de la meilleure façon pour que tu prennes la meilleure décision possible à savoir si tu veux venir travailler ici. Parce que au final, c'est ça, tu sais, c'est de se poser les bonnes questions. Peut-être que la meilleure personne possible à venir travailler chez nous, c'est un gars qui est super motivé à vendre, super ambitieux, mais que 100% de son entourage va dire va pas là. Puis à cause de ça, parce que dans un moment certain de sa vie, il prendra pas la bonne décision. Mais peut-être que ce serait la bonne, de la même façon que l'inverse peut être vrai aussi. Peut-être que c'est pas la bonne personne, mais son entourage va lui dire de le faire. Fait que j'ai développé un truc pour ça qui est de toujours laisser la balle dans le camp du candidat. Puis ça, c'est un truc en vente de façon générale, un genre d'anti-vente. C'est comme check. Voici ce qui se passe ici. Voici ce que tu pourrais accomplir. Voici la merde que tu vas devoir gérer. Voici le output. OK? Voici les questions que tu devrais te poser en fonction de la personne que je détecte que j'ai en face de moi, savoir est-ce que tu devrais venir chez nous ou pas, ou du moins passer à une prochaine étape de notre processus d'entrevue. Ceci dit, tout considéré, la balle est dans ton camp. Moi, 100% des candidats qui viennent ici à toutes les étapes du processus, appel téléphonique, rencontre, test en personne, à toutes ces étapes-là, sans exception, je leur dis, tu me reviens quand ça te tente, si tu veux en savoir plus. Puis juste avec ça, là, j'ai 80% du monde qui sont comme « Oh, ouais, ça m'intéresse, je vais aller de l'avant, je vais venir te rencontrer. » 80% du monde ne me donne pas de nouvelles. C'est fucked up. Parce que ce qui arrive avec ça, c'est que les entreprises ont la pensée magique. Fait que pour répondre à ta question, les entreprises ont la pensée magique. Ils se disent « On a vraiment besoin de quelqu'un, ça devrait faire l'affaire, on peut pas se permettre de ne pas avoir quelqu'un. » Fait que là, ils prennent la mauvaise décision. Mais quand tu laisses la balle dans le camp d'autres personnes, avant, c'était 50% du monde que je disqualifiais. Puis là, à cause que mon processus s'est amélioré, je suis rendu à 80% du monde qui s'auto-disqualifie. Je suis un gars paresseux dans la vie. Là. Ça me tente pas d'appeler du monde pour dire qu'ils n'ont pas eu de job. Pas parce que ça me fait de la peine, c'est parce que ça me tente réellement juste pas. Puis j'ai pas besoin de faire ça parce qu'ils se disqualifient eux autres mêmes en me donnant pas de nouvelles parce que j'ai tellement été transparent sur ce qui s'en venait que j'ai pas besoin d'investir plus de temps à faire des suivis. Puis ça évite énormément de perte de temps. Fait que dans le fond, pour répondre à ta question, c'est un employeur. Faut pas avoir la pensée magique. T'sais, si t'es pas sûr de la personne que tu as embauchée, t'as des doutes, gratte, cherche plus, teste-le, mets-le en situation de stress, essaye-le une journée, 2 journées, paye-le. Ça, c'est quelque chose que je fais. Moi, les gens, avant qu'ils rentrent travailler ici, je les teste, je les paye pour. Je suis comme, regarde, tu vas venir passer une demi-journée, tu vas être payé, prends off, arrange-toi, je m'en sac, tu vas essayer la job. Tu vas pas commencer une job sans l'avoir essayé. Tu sais, quand tu y penses, ça fait pas vraiment de sens d'essayer une job sans l'avoir essayé, mais bon, my 2 cents. Ah, j'aime bien ce que tu as apporté à la question. Puis j'avais vu une vidéo, je pense que tu as mis sur LinkedIn là, justement par rapport à la disqualification. Puis je trouvais ça vraiment intéressant. Puis je pense que tu rends un gros service à tes clients en faisant ça là, tellement parce que des fois, j'imagine que tu leur présentes des prospects que justement, peut-être qu'avant tu les forçais ou tu les apportais en entrevue. Puis whoop, après ça, ils tombaient entre les branches, tu n'en entendais plus parler. Je trouve ça bien parce que dans un contexte où est-ce que tu veux placer la meilleure personne avec l'entreprise, possiblement, tu rends vraiment un gros service à tes clients en faisant ça. Je fais pas ça avec mes clients, je fais ça avec mes embauches internes. OK. Je le voyais rire puis danser sur sa chaîne, je savais que c'était ça qui s'en venait. Parce que là, j'étais comme tabarnak, OK. Non, mais je veux pas être malhonnête, là. Non, 100%, mais dans le fond, tes clients, tu fais ta disqualification, fait que t'as 50% comme tu mentionnais normalement, mais c'est quand même beaucoup de gens qui quittent puis qui te reviennent jamais. C'est surprenant quand même. Mais à l'interne, oui, tu sais, à l'externe, pour les clients, ils ont leur propre processus d'embauche. Tu sais, s'ils veulent des conseils, je vais leur donner. Mais tu sais, ça, les chiffres que je te mentionnais, des choses que je fais là, c'est à l'interne parce que c'est mon entreprise puis c'est mon embauche. Maintenant, les clients, si t'as leur eux, ils ont leur processus à eux, dans le fond, quand tu leur trouves. OK, je comprends. Je pensais que tu disqualifiais des clients pour tes clients. Make sense. Mais bref, ça reste la meilleure chose à faire définitivement parce que courir après quelqu'un pour qu'il vienne travailler chez vous s'il veut pas. Mais ça démontre à quel point tu tiens à ta culture d'entreprise, puis à quel point tu es focus sur les résultats. Puis, si tu rentres une pomme pourrite dans l'écosystème, tu vas payer cher pour cette mauvaise décision-là. Là, fait que, effectivement, je suis dans ton sens sur l'embauche à ce niveau-là. Là, tu vas faire du cold call pendant X temps, là. T'es-tu vraiment prête, buddy, man? Oui, tu vas crissement bien gagner ta vie, mais t'es pas assis à attendre qu'un client rentre avec ton café dans les mains pour y vendre un Ford, là. Tu vas prendre le téléphone puis tu vas coller la journée longue, là, tu sais. Faut que tu disqualifies en épais, là, parce que sinon, tu te ramasses avec des pingouins qui veulent venir faire la Jet Set Live, mais ils ont pas ce qu'il faut pour closer puis vendre à journée longue, là, tu sais. On faisait cette erreur-là. Je me souviens quand on embauchait au porte-à-porte. Moi, au début,
mais en tout cas, j'étais là, je vantais à job de porte-à-porte. Hey, c'est cool, tu vas faire de l'argent avec ça, blablabla. Puis là, hey, ça tombait comme des mouches. Je sais que tu prépares une formation un avant-midi, t'en as 15, il y en a 3 qui se pointent. Là, t'es quand tarné, j'ai échappé quelque chose à ce moment-là. Puis là, on s'était mis à dire, ça va être tough, ça va être de la merde, tu vas cogner des portes, tu vas te faire envoyer chier, le monde va te dire ça. Puis là, whoop, le monde s'en allait automatiquement, définitivement. Nice. Pierre, avais-tu d'autres points, d'autres questions? Il est 9h50, fait que... Ben non, honnêtement, la question sur le narcissisme, c'est intéressant. Ludwig, je pense pas que tu es narcissique. Parce que sinon, tu n'aurais jamais une entreprise avec des gens comme ça. Je pense que tu as des traits. Moi aussi, j'ai des traits. Ma blonde est psychologue, me le dit à tous les jours. Mais ultimement, si tu étais narcissique, tu serais probablement dysfonctionnel. Puis genre, ça déborde trop quand tu es narcissique. Mais je pense qu'effectivement, il y en a qui débordent trop. Puis c'est ceux-là, des fois, qu'on se fait comme un peu hypnotiser. Mais j'aimais bien l'approche que tu as apportée. Alors, merci beaucoup de ton partage pour aujourd'hui. Tu sais, je pense que tout le monde peut sentir que tu as une énergie du lion pour pas faire de joke. Confiance. Non, mais c'est une joke parce que je sais qu'il y a comme une petite amertume pour les lions, Ludwig, mais je trouve ça bien drôle. Fait, merci beaucoup pour de t'être présenté aujourd'hui, d'avoir partagé ton savoir. Puis tu sais, encore une fois, on voit ton énergie, on voit genre la hang. Fait que tu sais, je sais pas, est-ce que tu recrutes actuellement? Parce que là, je peux te donner la tribune pour essayer de recruter dans notre crowd si tu veux. La piste est à toi. Là. Ouais, ben oui, en fait, je recrute toujours. Ce qui arrive, c'est qu'il y a toujours de la place. On est très sélectif pour les gens qui rentrent ici. Fait que, littéralement, il y a toujours de la place pour du monde ici, tellement on est sélectif. En termes, c'est très simple. À la première année, les gens ici peuvent s'attendre à faire minimum 85 000. Si tu fais pas 85 000, tu resteras pas. Il y a un salaire de base, il y a des commissions, donc c'est des 85 000 couvrent les deux. À ta deuxième année, tu devrais faire, puis tu sais, jusqu'à 85 pour gérer les attentes. Les gens ici, à la première année, qui font 100 000. À ta deuxième année, tu devrais faire environ 120. Puis à ta troisième année, ça peut commencer à être vraiment le fun. Il y a des gens qui font des salaires largement plus élevés que 120 000 ici. Le salaire, c'est une chose, c'est important. C'est important que ce soit clair. Mais ce qui est aussi important, c'est l'évolution et la croissance que les gens ont. Puis le fait qu'on soit aussi sélectif avec les gens qui rentrent ici, ça fait en sorte que, tu sais, veux pas, on passe la majorité de notre vie adulte à travailler, OK? Fait que maintenant, avec qui tu décides puis tu acceptes de passer la majorité de ta vie adulte? Est-ce que tu as envie que ce soit des gens qui ont le même objectif que toi d'éclater ça le plus possible quand ils ont le temps, puis d'avancer, puis de devenir des meilleures personnes, puis se challenger, puis d'évoluer à une vitesse fulgurante? Si oui, c'est une bonne place, mais encore une fois, tout le monde est on the spot. Tout le monde est tout nu dans un sens. Tout le monde voit tout, fait que t'embarques ou t'embarques pas, mais si t'embarques, t'as pas le choix d'aller à la même vitesse que tout le monde puis d'avancer. Fait que c'est très c'est très enrichissant, c'est sûr, mais faut que tu sois prêt à lever, faut que tu sois prêt à avoir cette pression-là. Puis quand je dis une pression, je parle pas d'une pression qui est négative. En fait, ça peut être négatif pour certaines personnes, ça peut être positif pour d'autres personnes. Est-ce que tu es de ce type de personne-là? Peut-être, mais c'est vraiment écoute, je suis chasseur de tête dans le fond, là, puis je screen des milliers de candidatures avant de faire une embauche. C'est pas une exagération, je dis des milliers, parce que j'ai pas envie de dire des dizaines de milliers et d'avoir l'air menteur. Là. Fait que comme je fais vraiment attention à qui rentre. Fait que ce qui est le fun, c'est qu'une fois que tu es rentré, ben t'as des gens de très haute qualité, des gens qui veulent avancer, gros minimum 85 000 avec des assurances complètes. À partir de 120 à ta deuxième année et pas mal plus que ça après. Fait que ça ressemble à ça. Je suis toujours ouvert à discuter avec des gens. Il y a de la place littéralement à 2 départements. Donc, ça ressemble à ça. S'il y a des employeurs qui cherchent à embaucher des gens en vente dans d'autres domaines aussi, Connect, ils peuvent te contacter pour obtenir oui, définitivement, ils peuvent me contacter. Comment on te trouve? LinkedIn, c'est une bonne façon de faire. Ludwig@lapelcorp.com, Instagram, Facebook, tous les moyens sont bons. Tu sais, dans le fond, quand je reçois un DM pertinent, je réponds assez vite. Tu vas pertinent. Oui, tout à fait. Tu as été tagué comme pertinent. Et c'est ça. Ou encore, peut-être même que vous pourriez essayer de faire du recrutement pour une entreprise. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'en ce qui me concerne, tu payes ça des résultats. Donc, tu payes un montant. Si la personne est embauchée, que tu as fait ton processus, que tu es satisfait que tu veux l'embaucher, c'est là que ça te coûte de l'argent. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de risque pour le client qu'on y réfère des gens. Donc, tu payes au résultat. Nice. Hey, merci beaucoup, Ludwig, pour le vrai. Merci à vous. Pour le contact que tu as été avec. Merci de votre temps. Merci de la tribune. Puis, on se reparle. Vous me donnerez du feedback. Right. Merci, Ludwig.
C'est déjà terminé pour ce 40e épisode. Si tu as apprécié le contenu, si tu as aimé ce type de podcast-là, laisse-nous savoir, viens nous écrire. Dis-nous, hey, c'était vraiment cool avec des invités, on apprend des choses différentes, on voit d'autres aspects. Ça peut nous donner envie d'en faire davantage. D'ailleurs, la semaine prochaine, on a déjà un nouvel invité qui va venir nous rejoindre, qui va venir parler d'entrepreneuriat avec nous. Je n'annonce pas la surprise encore. Tiens-toi à l'affût, tu pourras voir le tout. Encore une fois, si tu as apprécié le podcast, si tu aimes le contenu qu'on met ici, s'il te plaît, la seule chose qu'on te demande, c'est d'aller laisser un 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, Spotify, Apple Podcasts, ou encore juste de venir nous suivre, laisser un petit commentaire. Ça fait pour de vrai une énorme différence pour nous. Sur ce, guys, je vous souhaite d'excellentes ventes, une bonne semaine. À la prochaine.